Bonjour, Hello Life Animation ici présent. Êtes-vous prêts pour ce nouvel épisode de Vraie Histoire d'horreur? Cette fois-ci, il n'y en a pas 3, mais 4. Donc préparez-vous à bien frissonner. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Lançons les frais d'horreur. En décembre 2019, j'ai décidé de partir une semaine avec 2 de mes amis faire une croisière. C'était pile pendant la période de Noël. Je sais bien, Noël est une fête qu'on célèbre en famille, mais on était tous les 3 d'accord que nous avions envie de changer pour une fois. Au bout du 3e jour sur le bateau, j'ai commencé à me sentir nauséeux. C'était sûrement dû au fait d'avoir mangé des sushis midi et soir depuis les 2 derniers jours. On était à un bar avec mes amis, Jake et Christian. Je me sentais de plus en plus malade à la minute. J'ai donc décidé d'aller me reposer dans la chambre pour ce soir. Jake et Christian sont restés ensemble au bar. Le bar était dans la partie avant du bateau, et nos cabines étaient situées plus proches de l'arrière du bateau, ce qui fait que j'ai emprunté un chemin que je n'avais jamais pris. Au bout de quelques minutes, je me suis perdu parmi les nombreux couloirs du bateau. J'ai vu une femme de ménage dans les couloirs, donc je lui ai demandé quel serait le chemin le plus rapide pour rejoindre ma cabine. Elle m'a dit de continuer au bout du couloir et de tourner à gauche au panneau. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai marché jusqu'au bout du couloir, puis ai tourné au seul panneau présent. Je me suis retrouvé face à un couloir qui ne me paraissait pas du tout être le bon chemin. Le sol n'était plus de la moquette, mais du carrelage blanc. On aurait dit que c'était une zone réservée aux employés. J'ai décidé de prendre ce chemin, car ma foi la femme de ménage m'a informé que c'était le bon chemin. J'ai continué jusqu'au fond du couloir. J'ai tourné à gauche, puis me suis retrouvé face au couloir le plus flippant que je n'avais jamais vu. La moitié des lumières ne marchaient pas, et celle qui marchait ne faisait que clignoter. Ce qui m'a frappé, c'est l'homme au fond du couloir qui regardait clairement dans ma direction. Il n'était éclairé par aucune lumière, mais je savais qu'il me faisait face. J'ai eu un moment d'hésitation. Est-ce que je suis en train d'halluciner? J'ai frotté mes yeux par réflexe, puis lorsque j'ai retiré mes mains, l'homme avait disparu. J'étais dans une incompréhension la plus totale. J'étais persuadé d'avoir halluciné à cause du poisson cru des sushis. Mais en même temps, j'étais sûr d'avoir vu quelqu'un au fond de ce couloir. Je suis retourné en arrière pour prendre un chemin différent. J'ai réussi à retrouver ma chambre en peu de temps, puis je suis allé me coucher instantanément. J'étais toujours affolé de l'incident précédent, mais j'ai réussi à m'endormir assez rapidement. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Je n'étais pas complètement sûr de ce qui venait de me réveiller, mais quoi qu'il en soit, j'étais bel et bien conscient. Je voulais scanner la chambre, mais il était impossible de bouger. La seule chose que je pouvais bouger était mes yeux. C'était difficile de scanner la chambre, car ma tête ne pouvait absolument pas bouger. Dans ma vision périphérique, je l'ai vue. Cette silhouette, dans le coin de la chambre. Je ne pouvais identifier aucun trait de visage. Tout ce que je voyais était une silhouette sombre. La silhouette a commencé à se rapprocher lentement de mon lit. J'avais envie d'hurler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Elle se rapprochait petit à petit. Le plus terrifiant, c'est que aucun de ses membres ne bougeait. Elle restait parfaitement droite et flottait lentement vers mon lit. Elle est arrivée juste au-dessus de moi. Elle a ouvert sa bouche 2 fois plus grande qu'un humain serait physiquement capable de faire, puis a lâché un cri monstrueux qui m'a fait sortir de ma paralysie du sommeil. Mes hurlements étaient mélangés avec ceux de la silhouette, puis je me suis redressé pour allumer la lumière. J'étais en nage, et Jake m'a immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que je venais de vivre une paralysie du sommeil, auquel il m'a répondu que c'était sûrement à cause des sushis. Il était très difficile pour moi de me rendormir après ça. Laissez-moi vous dire que je n'ai plus mangé un seul sushi tout le reste de la croisière. Cet événement m'a terrifié. Je n'avais jamais eu d'hallucination auparavant. Mais croyez-moi, c'est le genre de choses qui vous font partir en vrille. Je me demande toujours si cette silhouette que j'ai vue au fond du couloir était celle que j'ai vue dans ma chambre. Je pense que oui. Mais cela n'a aucune importance, vu que je les ai hallucinées de toute manière. Cependant, j'ai beau savoir que c'était faux, c'est tout aussi traumatisant que si elles avaient été réelles. Ça peut paraître ironique, mais un petit conseil si vous êtes en mer, évitez de manger trop de poissons crus. Je sais qu'en tout cas, je ne referai plus jamais cette erreur.
Je suis une femme, et cette histoire m'est arrivée il y a pas si longtemps. Je me sens enfin prête à la raconter, même si j'avoue que j'ai eu du mal à m'en remettre. C'était un soir de sortie. J'ai été sorti en bar boire quelques verres avec mes amis. Puis nous avons fini chez l'un d'eux pour continuer la soirée. Arrivé à 2h30 du matin, j'ai décidé qu'il serait raisonnable de rentrer. Après tout, on était un soir de semaine et je travaillais le lendemain. Malheureusement, passé 1h du matin, il n'y a plus beaucoup de transports en commun. J'ai donc dû appeler un Uber pour qu'il me ramène chez moi. L'application disait qu'il arriverait dans 5 minutes, donc j'ai remercié mon ami pour la soirée, puis suis descendu attendre au pied du bâtiment. Au bout de 5 minutes à attendre dehors, j'ai regardé mon téléphone pour voir dans combien de temps il arriverait, et l'application disait encore 5 minutes. Il y a moyen de voir la localisation de votre chauffeur sur la carte, et je voyais que le chauffeur n'allait pas du tout dans la bonne direction. L'application me disait maintenant 7 minutes d'attente. À ce moment-là, j'étais plutôt bourré, donc je me suis juste assise sur le trottoir et j'ai attendu. En y repensant, j'aurais dû annuler la course et en commander une nouvelle, mais on ne s'attend jamais au pire. Au bout de bien un quart d'heure, le chauffeur est arrivé. J'ai regardé la plaque d'immatriculation qui correspondait bien à celle inscrite sur l'application. Je suis monté à l'arrière de la voiture et me suis assis sur le siège en diagonale au sien. Le chauffeur était plutôt bavard et avait l'air de vouloir faire la conversation. Donc par politesse, j'ai fait la conversation avec lui, même si au fond, j'aurais vraiment préféré que l'on reste silencieux. Au début, les questions étaient plutôt banales et sans intérêt, mais plus la conversation avançait, plus les questions devenaient personnelles. Et sinon, comment ça se passe la vie sexuelle ? Ça va, merci. Tu es en couple ? Non. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es seul chez toi ? J'ai arrêté de répondre à partir de cette question. Toute cette conversation devenait beaucoup trop personnelle, surtout venant de quelqu'un qui était supposé être mon chauffeur pendant 10 minutes. J'ai regardé dans le miroir intérieur car j'avais un sentiment que mon chauffeur m'observait. J'avais raison. Il me regardait. J'ai regardé par la fenêtre pour interrompre ce moment. C'était une situation très bizarre et assez effrayante. Être bloqué dans une voiture avec un mec chelou, ce n'est pas forcément une situation agréable. Il a recommencé à faire la conversation, et encore une fois à me poser des questions qu'on ne devrait jamais poser à ses clients. Et sinon, tu vis seul chez toi ? Non, ma famille vit avec moi. Ils sont souvent à la maison ? Oui. Dis-moi, vous avez des caméras chez vous ? Le coin peut être dangereux, non ? Oui, on en a, oui. C'était un mensonge. Nous n'avons pas de caméra. Mais le fait qu'il me pose la question m'a fait questionner ses intentions encore plus fort. Nous sommes arrivés à une intersection avec un feu rouge. Nous nous sommes arrêtés et il y a eu un silence pendant une vingtaine de secondes. Un silence interrompu par des cris étouffés dans le coffre de la voiture. J'ai regardé dans le rétroviseur intérieur pour voir si le chauffeur avait vu que je venais d'entendre ces cris. Il me regardait bel et bien. Son expression faciale était menaçante, comme s'il s'apprêtait à faire quelque chose. J'ai déverrouillé la porte, puis suis sorti de la voiture. La voiture a démarré à toute vitesse, sans attendre le feu vert. J'ai couru dans la direction opposée à la voiture, puis je l'ai vu disparaître dans l'obscurité. J'ai immédiatement pris un screenshot du profil du chauffeur, puis j'ai appelé la police. La police est arrivée, puis j'ai expliqué la situation. Ils m'ont ramené chez moi, puis ont dit qu'ils envoyaient une patrouille à la recherche de la voiture. J'ai signalé le profil sur l'application Uber. Le lendemain, l'application Uber m'avait informé que le profil avait bien été radié de la plateforme. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la police, qui m'a éclairci la situation. En fait, la voiture avait été volée peu avant que je monte dedans, et le chauffeur en question avait kidnappé son ex-femme et l'avait enfermée dans le coffre de la voiture, pour très certainement la blesser, ou bien pire. L'homme venait de perdre son permis de conduire quelques semaines avant l'incident. C'est pour ça qu'il a volé cette voiture. Ils l'ont arrêté, et l'homme était intoxiqué. C'est peut-être pour ça qu'il se permettait de me poser des questions aussi intrusives. La femme à l'arrière du coffre a été sauvée. Ils l'ont retrouvée chez l'homme, attaché au sous-sol. Ce qui ne fait toujours aucun sens aujourd'hui, c'est pourquoi l'homme a accepté de venir me récupérer. Il aurait pu voler la voiture avec sa femme dedans et rentrer directement chez lui, mais il a décidé de récupérer une parfaite inconnue. Vu que je suis une femme, je pense que son plan était sûrement de me ramener chez lui avec sa femme pour nous faire je ne sais quoi. En tout cas, je suis reconnaissante que les choses se sont déroulées comme ça, et que son ex-femme s'en est sortie vivante.
Quand j'étais dans ma début vingtaine, je travaillais en tant qu'ouvrier sur les chantiers. Mes collègues et moi faisions du travail manuel, assez basique, comme faire des rajouts sur des structures déjà construites, ou même ajouter des sous-sols aux bâtiments nécessaires. Au moment de cette histoire, notre tâche était d'agrandir un sous-sol qui deviendrait un cabinet de dentiste. Il y avait une grande pièce, ainsi que 2 autres plus petites pièces, dont l'une qui était prévue de se transformer en salle de bain. Nous faisions du bon progrès avec mes collègues. Au bout de peu de temps, nous avions déjà de l'électricité au sous-sol, ce qui nous a beaucoup facilité la tâche pour les semaines à venir. Mon collègue Jordan était à l'étage, pendant que j'étais dans la pièce adjacente à la future salle de bain. Je travaillais sur des courts-circuits électriques pour essayer d'avoir de la lumière dans la petite salle de bain. Je ne suis absolument pas électricien, mais j'avais assez de connaissances pour à peu près savoir ce que je faisais. De nulle part, l'électricité s'est coupée et nous nous sommes retrouvés dans le noir. J'ai crié le nom de mes collègues pour savoir si la coupure était générale, et apparemment c'était bien le cas. Je suis remonté chercher une lampe torche pour pouvoir récupérer mon matériel que j'avais laissé au sous-sol. Je suis redescendu et j'ai pris tous mes outils. Je m'apprêtais à remonter lorsqu'un bruit a attiré mon attention. Ça se rapprochait plus ou moins d'un sac de pièces que l'on secouait, comme quand un sans-abri demande de l'argent. Ce n'était pas exactement ça, mais ça s'en rapprochait très fortement. J'ai écouté, puis ai réalisé que le bruit venait de la future salle de bain. Cette pièce avait déjà une porte coulissante, donc il était impossible de voir quelle était la source de ce bruit. Je me suis rapproché de la pièce avec ma lampe torche. J'ai ouvert la porte lentement, et j'ai balayé la lumière dans toute la pièce. La lumière se posa sur quelqu'un habillé tout en noir. Elle faisait face au mur, comme si elle essayait de cacher son visage. Le bruit s'est arrêté, et la personne se retournait brusquement, comme un cerf qui venait d'entendre un bruit dans la forêt. Tout ce que je voyais était ses yeux, qui brillaient face à la lumière. J'ai paniqué et suis parti en courant pour rejoindre mes collègues. Je suis sorti du bâtiment, et tous mes collègues étaient dehors, prêts à s'en aller à cause de la panne d'électricité. J'ai compté 3 de mes collègues, donc ça n'était pas l'un d'entre eux en bas. Je leur ai demandé s'il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec nous ce soir, mais ils m'ont répondu que non. Je leur ai donc expliqué que je venais de voir quelqu'un en bas, qui n'était sûrement pas l'un des travailleurs. Ils sont descendus avec moi pour voir de qui il s'agissait. En arrivant dans la salle de bain, il se passa exactement ce que je craignais. La personne n'était plus dans la pièce. À vrai dire, elle n'avait l'air d'être nulle part au sous-sol. Nous sommes remontés à l'étage et sommes sortis du bâtiment. Mes collègues ne me croyaient pas, bien évidemment, mais je n'allais pas les garder sur place plus longtemps pour les convaincre de ce que je venais de voir. Ils sont donc partis, et je suis resté encore un peu devant l'entrée du bâtiment. C'est moi qui avais les clés pour fermer le bâtiment de toute façon, donc je savais que je serais le dernier à partir. Quelque chose au fond de moi me disait qu'il fallait que je retourne voir au sous-sol, de qui ou quoi il pouvait s'agir. Je suis donc redescendu avec ma lampe torche, ainsi qu'avec mon flash de téléphone. Je suis arrivé au sous-sol, puis fut accueilli par un silence angoissant. Cette salle était si grande, si sombre et si silencieuse. J'ai commencé à me sentir de plus en plus anxieux à l'idée d'être seul dans ce sous-sol en pleine nuit. Au moment où j'ai décidé qu'il était l'heure de s'en aller, je l'ai réentendu, ce bruit dans cette salle de bain. Je n'ai pas perdu plus de temps et suis remonté à l'étage, puis ai fermé le bâtiment à clé. Je ne savais pas comment cette personne sortirait de là si tout est fermé à clé, mais ce n'était plus mon problème à ce stade. Je suis rentré immédiatement après ça. Heureusement que nous étions un vendredi soir. Je savais que je ne retournerais pas dans ce sous-sol avant les 2 prochains jours. Rien de bizarre ne s'est passé depuis. La personne n'était plus là lorsque nous sommes revenus le lundi. Ça reste inexplicable comment cette personne est sortie de ce bâtiment alors que j'avais fermé à clé. Il n'y avait aucun double de clé pour l'entrée du bâtiment, et qu'une seule façon de rentrer ou de sortir. Malheureusement, c'est une de ces histoires sans aucune explication finale. Je n'ai jamais su qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle faisait au sous-sol. Ceci dit, cette histoire s'est passée en 2012, donc je m'en suis bien remis depuis. En tout cas, j'espère ne plus jamais vivre quelque chose comme ça. C'est vraiment le genre d'événement qui peut vous perturber pendant des semaines, voire des mois. Je vis à Paris et je suis étudiant à l'université. Je revenais d'une soirée plutôt arrosée ce soir-là. Ma copine n'avait pas pu venir car elle travaillait le lendemain. J'étais chanceux car le lendemain je n'avais pas cours, donc une des raisons de plus pourquoi j'ai bu autant ce soir-là.
Il devait être à peu près 1h30 du matin, et les derniers métros se terminent dans ces heures-là. Il n'y avait pas beaucoup de gens au quai, un peu en dessous de 10 je dirais. Le métro est arrivé et je suis monté à l'intérieur. J'en avais à peu près pour une demi-heure de métro pour arriver chez ma copine, donc naturellement j'ai mis mes écouteurs pour écouter de la musique. Plus le temps passait, plus le métro se vidait. J'étais dans un métro à multiples wagons séparés, donc arriva un moment où je me suis retrouvé dans le wagon tout seul. En réalité, je n'étais pas complètement seul. À l'autre bout du wagon se trouvait un homme qui dormait sur 2 des sièges. Ce n'est pas inhabituel de croiser des sans-abri dans le métro, surtout à Paris. Je n'y ai pas plus prêté attention. Il ne manquait plus que 5 arrêts pour arriver chez ma copine, et forcément, quelque chose s'est produit avant que je n'y arrive. Après avoir été sur mon téléphone pour jouer à l'un de mes jeux, j'ai relevé la tête pour voir que l'homme était assis et réveillé, en train de me fixer. Son visage était sans expression, sa bouche était à moitié ouverte, et il avait des cernes très prononcées. Je me suis dit qu'il y avait de fortes chances qu'il soit intoxiqué, mais encore une fois, ce n'est pas inhabituel de croiser ce genre de profil tard le soir dans le métro. Quand il a vu que je l'avais remarqué, il a commencé à murmurer quelques mots. Je ne savais pas s'il me parlait directement ou s'il se parlait à lui-même. Je l'ai ignoré et me suis remis sur mon téléphone. Même avec la musique dans les oreilles, j'ai pu entendre que l'homme commençait à monter le ton. Encore une fois, toujours aucune idée s'il s'adressait à moi directement ou s'il était juste sous l'emprise de quelque chose. J'ai gardé la tête baissée tout en regardant mon téléphone. Le métro s'est arrêté à un arrêt. Les portes sont ouvertes et j'ai vu qu'un homme s'apprêtait à monter dans le wagon, jusqu'à ce qu'il remarque le sans-abri crier des mots incompréhensibles. Il a fait demi-tour et est monté dans un autre wagon. J'ai failli me lever pour changer de wagon aussi, mais les choses se sont passées trop vite. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Les portes sont refermées. Le sans-abri s'est soudainement levé. Il ne marchait pas droit. Il devait s'agripper au siège et aux barres de métro pour marcher. Même s'il ne marchait pas droit, il avançait. Et il avançait dans ma direction. Je l'ai donc regardé pour lui faire comprendre que j'avais son attention, mais je ne pouvais comprendre aucun mot qui ne sortait de sa bouche. Je lui ai donc demandé si je pouvais l'aider, mais sans aucune réaction à ce que je venais de dire. Il devait être à 5-6 mètres de moi, donc je me suis levé pour me préparer à sortir au prochain arrêt. Je ne peux même pas vous expliquer la malchance que j'ai eue ce soir-là. Le métro a commencé à ralentir jusqu'à s'arrêter complètement, en plein milieu du tunnel. L'homme avançait toujours, en criant et en titubant. Je me suis dirigé au bout du wagon pour m'éloigner le plus possible de cet homme. Le conducteur annonça : « Nous avons une panne sur la ligne, mesdames et messieurs, nous reprendrons le trafic d'ici quelques instants, merci. » Je ne suis pas quelqu'un qui aime la violence, et encore moins quelqu'un qui sait se défendre, mais avec l'adrénaline, j'étais persuadé que j'allais devoir me battre contre cet homme. Je lui ai ordonné de ne pas s'approcher. Il continuait à avancer, doucement certes, mais il se dirigeait droit vers moi. J'étais au bord des larmes, tétanisé de ce qui était en train de m'arriver, lorsque la pire chose qui pouvait se produire est arrivée. Les lumières se sont éteintes, et j'étais dans le noir complet, avec cet homme qui hurlait, et ne se trouvait plus qu'à quelques mètres de moi. À ce moment-là, j'étais mort. Je n'avais plus aucun contrôle sur la situation. La seule chose que j'ai pu faire est de me mettre en boule et de pleurer, tout en suppliant l'homme de s'en aller. Dieu avait dû entendre mes prières, car au moment où j'avais perdu tout espoir, les lumières se sont rallumées, et le métro a repris son élan brusquement, ce qui a fait tomber l'homme par terre. Le choc avait dû être violent, car après sa chute, il ne se relevait pas, mais continue à se murmurer des choses. Je me suis relevé instantanément. Je me suis collé à la porte du métro et ai attendu le prochain arrêt. Arrivé au prochain arrêt, je suis sorti et ai changé de wagon. Je me suis dirigé dans un des wagons avec le plus de gens possible. J'étais toujours tétanisé. Mes mains tremblaient et les larmes continuaient à couler. En arrivant à mon arrêt, je suis sorti, puis j'ai dû passer devant le wagon où se trouvait le sans-abri. J'ai regardé très brièvement et vu que l'homme était encore allongé par terre, exactement au même endroit que pendant sa chute. Je suis retourné chez ma copine, puis lui ai expliqué la situation. Il n'y avait rien à faire de toute façon. Cette situation était derrière moi maintenant. Le pire lorsqu'il vous arrive quelque chose comme ça, c'est que ça se produit souvent lorsque vous vous y attendez le moins. Cet homme m'a vraiment fait peur, et j'espère sincèrement qu'il se fera soigner au plus vite.
Bonjour, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge que j'ai sur le front. Cela vous permettra de vous abonner et d'être au courant quand une prochaine vidéo sort. A plus les buddies!